Parce qu'elles allaient à l'école, Boko Haram, ce groupe terroriste islamiste au Nigeria, a kidnappé plus de 260 lycéennes le 15 avril 2014. De Hollywood au plus haut sommet des États, tous se mobilisèrent pour dénoncer cet acte barbare. Mais ce kidnapping des canards qui cache une forêt. Plus de 65 millions de petites filles sont privées d'école chaque année. Moi, Jeannette Bougrab, je suis la fille d'une enfant qui a été interdite d'école. Ma mère, Zora, est née en Algérie le 15 août 1947. Elle rêvait d'aller à l'école, mais elle n'avait pas le droit. Parce qu'elle était l'aînée de 12 enfants, parce qu'elle devait travailler dans les champs et parce qu'elle a été mariée de force à 13 ans. Elle a eu le courage de se battre pour que ma sœur et moi, nous ayons une vie meilleure. Elle nous a encouragés à faire des études. Je suis devenue docteur en droit de la Sorbonne, membre du Conseil d'État, et j'ai même eu le privilège d'être ministre de la République. Et ce fut pour moi l'occasion, moi la fille de Harki, de revenir en Algérie pour savoir si la situation des filles s'était améliorée. Je suis née à Châteauroux, en plein milieu du Berry. Mon père travaillait tous les soirs dans une usine et j'arrive aujourd'hui en visite officielle. C'est incroyable, c'est un rêve français. Si des progrès ont été réalisés en Algérie, dans d'autres pays, la situation s'est détériorée. C'est pourquoi j'ai décidé de partir pendant 6 mois pour trouver des réponses à des injustices qui se perpétuent à l'égard des fillettes. Et partout où je suis allée, au Guatemala, au Cambodge, au Kenya, au Pakistan ou encore au Yémen, dans ces régions du monde, de cultures et de religions différentes, les petites filles doivent toujours se battre pour aller à l'école. L'école, à mes yeux, pour les filles, c'est vraiment la grande arme de l'émancipation. Pourquoi? Quand un enfant mâle naît dans une famille, je dirais, de culture patriarcale, et même plus encore de culture religieuse très forte, le petit garçon, il est accueilli comme un futur patron. Il a le sourire de sa mère, le contentement de son père, la fierté de son père. Et au fond, dès la naissance, le regard qu'on porte sur lui, c'est le regard à l'égard d'un futur maître. En revanche, quand une petite fille naît, on sait très bien que c'est souvent la déception et le regard qu'on porte sur elle est totalement différent. L'école est, je dirais, pour les filles, la seule possibilité d'acquérir peu à peu l'impression de sa liberté, la faculté de sa liberté, et qu'elle n'a pas forcément dans la famille, et même peut-être pas du tout. Environ 60 millions de filles sont exclues des bancs de l'école chaque année. Et on a vu les cas dramatiques de Malala qui a subi un attentat parce qu'elle voulait juste aller à l'école. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on en soit réduit à vouloir tuer des petites filles parce qu'elles veulent aller à l'école? Je l'explique en partie parce que le poids des religions peut être mortifère pour les petites filles. Il ne faut pas oublier quelque chose. Pour les grandes religions du livre, le garçon est d'une certaine façon le représentant de Dieu sur la terre. Il y a toujours cette idée qu'une femme doit obéir à l'homme presque comme à un Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui est redoutable pour les filles. C'est-à-dire qu'avoir pour ennemi à combattre pour son émancipation Dieu, c'est vraiment terriblement difficile. Combattre Dieu est une formule bien étrange. Et pourtant, il s'agit de combattre ces hommes qui, au nom de Dieu, ont décidé que les filles ne devaient pas aller à l'école. Comme dans le Swat au Pakistan. Le 27 décembre 2008, le bras droit du mollah Fazullah a lancé un ultimatum aux habitants de la région pour fermer toutes les écoles de filles, incarnant pour eux les valeurs occidentales. Beaucoup de parents, par peur, n'ont plus envoyé leurs filles à l'école. Mais d'autres luttèrent contre cet obscurantisme religieux. La résistance fut incarnée par une enfant qui s'appelait Malala. Elle n'avait d'ailleurs que 11 ans quand elle devint célèbre, en signant sous un pseudonyme le blog en ourdou
journal d'une écolière pakistanaise, pour dénoncer les violences commises par les talibans. Soutenu par son père qui est un activiste, ils tiendront des réunions à travers le pays pour défendre le droit à l'éducation pour les filles. Tout en tentant d'être une petite fille comme les autres, allant à l'école, faisant ses devoirs, étudiant pieusement le Coran. Son combat en faveur de l'instruction, elle va le payer cher. Sur le chemin de l'école, des talibans ont tenté de l'assassiner le 9 octobre 2012. Touchée à la tête et à l'épaule, elle échappa de peu à la mort. Rapatriée d'urgence au Royaume-Uni, elle a été soignée et quelques mois plus tard, elle prononça un discours fondateur aux Nations Unies sur l'éducation des filles. One child, Un enfant, one teacher, un professeur, one book, un livre and one pen. et un stylo Can change peuvent changer the le world. monde. Education, L'éducation the est la only seule solution. solution. Education L'éducation first. doit être la priorité. Qu'as-tu ressenti lorsque tu as prononcé ce discours aux Nations Unies? Quand je suis montée sur scène, aux Nations Unies, j'ai vu 400 filles et garçons assis en face de moi, la jeune génération. Mais je voyais aussi des millions d'autres gens. Et c'est pour ces filles privées d'éducation que j'étais là. Pour ces enfants qui n'ont pas le droit d'aller à l'école. C'est là que je me suis dit, laisse ton cœur s'exprimer, parle pour tous ces enfants privés d'école. Et le fait de porter le châle de Benazir Bhutto m'a donné du courage, car cette femme qui était à la tête du gouvernement donnait l'exemple. Elle montrait aux gens qu'une femme est capable d'être Premier ministre et de diriger le pays. Comme Benazir Bhutto, ancien Premier ministre pakistanais assassiné dans un attentat, Malala a été portée par son père. Et dans une société patriarcale, le rôle du père est crucial. Il m'a encouragée à être indépendante. Et il m'a dit, tes frères et toi avez les mêmes droits. Vous êtes égaux. Mais dans notre société, les filles sont victimes de discrimination. Elles n'ont pas les mêmes chances, pas les mêmes droits. Mais mon père nous a donné les mêmes droits à mes frères et à moi. Et nous a traités exactement pareil. Tu es une jeune femme, mais tu es une enfant. Tu es une enfant et ça me rend très triste car j'aimerais que tu aies une vie normale. Tu sais, se battre pour les droits de toutes ces femmes, c'est très difficile. Et tu es trop jeune pour te battre pour toutes les femmes du monde. Mais je m'amuse aussi. Par exemple, quand je me bagarre avec mes frères. À 17 ans, Malala incarne plus que jamais le combat pour l'éducation des filles. En octobre 2014, elle s'est vue décerner le prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, elle vit à Birmingham, cette ville anglaise a priori comme les autres, où les jeunes filles peuvent sortir librement et s'habiller comme elles le veulent. Mais dès qu'on pénètre dans le quartier pakistanais, c'est tout autre chose. D'autant qu'a éclaté dans cette ville un scandale. Les écoles publiques sont désormais aux mains des islamistes. Fin de la mixité, appel à la prière, voyage scolaire à la Mecque, David Cameron, le Premier ministre, a été contraint d'intervenir devant la Chambre des communes. L'extrémisme islamiste dans nos écoles est un problème sérieux. Cela ne s'est pas simplement produit à Birmingham. La situation est extrêmement grave. Et j'ai bien l'intention, tout comme le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Éducation et l'ensemble du gouvernement, de montrer que c'est inacceptable dans notre pays. On devrait éduquer les enfants de façon à les rendre autonomes et indépendants. 2 années après l'attentat de Malala, je me rends dans le SWAT, toujours sous gouvernement militaire, pour savoir si le sort des jeunes écolières s'est amélioré. Dans cette province proche de l'Afghanistan, 3 millions de petites filles sont exclues de l'école et seulement 5% des femmes savent lire et écrire. Depuis l'offensive militaire de 2009, une paix relative règne dans le SWAT. Mais l'intégrisme religieux perdure dans la région, où l'on voit encore l'empreinte d'Oussama Ben Laden, comme sur les murs de cette mosquée. Protégée par des militaires, je me retrouve à l'endroit précis
où des talibans tentaient d'assassiner Malala sur le chemin de l'école. Contre toute évidence, Hussein Shah, le député du Swat, estime que cette page est tournée. Il n'y a plus de talibans ici. Ce qui est arrivé il y a 3 ou 4 ans, c'est du passé. Les filles vont à l'école, publique ou privée. Elles vont dans des écoles anglophones ou des écoles ourdou. Et personne ne les force à aller dans des madrasas. 50 à 60% des écoles ont été détruites. Malala est une enfant très courageuse. Et c'était une sorte de modèle pour les autres filles. S'en prendre à elle était un acte extrêmement lâche, ça ne fait aucun doute. Mais elle a su se relever. Et je pense que son courage et ses efforts ont été bénéfiques à l'éducation, non seulement dans le Swat, mais dans tout le Pakistan. Et dans son ancienne école, il y a une petite Malala en chacune des fillettes. Elles ont beaucoup d'assurance et d'énergie. Je crois vraiment qu'il n'y a plus de problème. Si elle revenait, cela motiverait d'autant plus les petites filles. Étant à Mingora, j'ai voulu visiter l'école où Malala était inscrite avant l'attentat. Dans sa salle de classe, à côté de ses amis, son siège reste vide. Une manière sans doute de croire qu'elle reviendra un jour. Et l'âme de Malala est toujours présente. Les murs sont ornés des photos d'elle, recevant des prix pour son combat pour l'éducation. Toutes les petites filles pakistanaises ont cette soif d'instruction, comme Muniba, 13 ans. Dans cette période difficile, il y avait des talibans devant chez moi. Mais je n'ai jamais arrêté d'aller à l'école. J'ai toujours été ponctuelle et rigoureuse. J'avais peur, mais j'ai dit à mes parents que je devais continuer à aller à l'école pour m'instruire. Quand j'ai appris que Malala et les autres avaient été attaqués, j'ai eu très peur. On se voyait tous les jours à l'école. Ça a été un vrai choc, mais aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je vais bien. Si officiellement les petites filles retournent progressivement à l'école, les conditions de vie restent insupportables dans le Swat. Tahira Abdullah, militante pour le droit à l'éducation, dénonce cette situation édifiante pour les femmes. Si c'était vrai, Malala se serait-elle fait tirer dessus le 9 octobre 2012 ? Je laisse les spectateurs décider de la véracité de cette déclaration. Le Swat vivait à 95% de l'industrie du tourisme. Où sont passés les touristes ? Pourquoi les petites filles ont-elles peur d'aller à l'école ? Pourquoi les femmes ont-elles peur de sortir de chez elles ? Ce n'est pas ça le Pakistan. On voit encore des photos de femmes en burqa bleu intégral. La burqa bleue ne fait pas partie de nos traditions. Même ma grand-mère et mon arrière-grand-mère n'ont jamais porté ça. Avant, c'était comme en Europe, vous voyez. Voilà ce que portait ma grand-mère. Rien d'autre. Mais c'est parce que c'était la mode, pas parce qu'il fallait se couvrir la tête. Allez donc voir les femmes du Swat. Traversez la place du marché, le centre-ville de Mingora ou de Saïdou Sharif, le chef-lieu du Swat. Regardez combien vous voyez de femmes dans la rue. Pour 500 hommes, vous verrez peut-être une femme au bout de 2 heures. Où sont les femmes? Où sont-elles? Donc, je suis désolée, mais ce n'est tout simplement pas vrai. Et si la paix règne dans le Swat, qu'est-ce que l'armée fait là? Même 5 ans après, la présence militaire est encore très forte. Cette conception moderne de l'éducation pour les filles est celle d'une femme qui vit dans la capitale Islamabad. Ce n'est pas celle qui prédomine dans certaines régions rurales où je me rends, à Nowshera, sous la haute protection de la police d'élite, les Black Tigers. Nowshera, dans la province du Khyber Pakhtunkhwa, est la ville du chef des talibans Sami-ul Haq, celui qui veut établir la charia au Pakistan, celui qui s'oppose aux écoles mixtes et qui interdit donc de facto aux filles d'aller à l'école. Si
Sami Oulak est peu connu en Europe, il est craint dans son pays. Ami et compagnon de route de Ben Laden, il n'a pas hésité à envoyer des élèves de sa madrasa faire le djihad en Afghanistan. À la mort de son père, il a hérité de sa mosquée, où plusieurs milliers de fidèles se réunissent chaque jour. Obtenir un entretien avec lui fut laborieux, car la veille, un attentat revendiqué par les islamistes a eu lieu à Islamabad, où je me trouvais d'ailleurs. 20 personnes y trouvèrent la mort, poussant le gouvernement pakistanais à désigner Sami Oulak comme le chef des négociateurs des talibans. Il me fera attendre plus de 3 heures, en compagnie de ses fils qu'il prépare à sa relève. Pour être en conformité avec les principes que je défends, malgré les consignes de mes accompagnateurs, j'ai refusé d'être voilée devant Sami Oulak. Mon choix a bien été respecté, même si durant toute l'interview, Sami Oulak ne me regardera jamais, parce que je suis une femme. Et quand enfin il arrive, ses réponses sont hallucinantes. Il n'y a jamais eu d'attaque contre les filles dans le SWAT. Le taux d'éducation des filles est l'un des plus élevés. Il y a des écoles pour filles dans chaque village, toutes ouvertes. L'histoire de Malala est une propagande. Un coup monté par son père, aidé par les Occidentaux. Condamnez-vous l'attaque terroriste contre Malala? C'est une petite fille, elle est innocente. Si vous ne partagez pas les opinions de son père, c'est à lui qu'il faut s'en prendre, pas à cette petite fille. Donc, condamnez-vous cette attaque terroriste contre Malala? Évidemment que je suis contre des attaques contre les innocents. Mais c'était un plan organisé. Elle n'allait pas si mal que ça. Elle est montée dans l'avion toute seule. Les talibans n'avaient rien contre Malala. Mais son père écrivait un blog en son nom. Et il était très actif. C'est la faute de son père. À l'époque, c'était la guerre. Et même si les écoles n'étaient pas occupées par l'armée, c'était des casernes possibles. C'est pour ça que les talibans ont détruit les écoles. Si Sami Oulak prétend qu'il n'est pas opposé à l'éducation des filles, il justifie toutefois la destruction des écoles par les talibans, alors même qu'elles sont si peu nombreuses. Si aujourd'hui quelqu'un blasphème contre le prophète Mahomet en Occident, on le valorise. Les gens comme Salman Rushdie ou Talisman Nasrin salissent l'image du prophète et de l'islam. L'histoire de Malala est un coup monté par son père et les pouvoirs occidentaux. Bien sûr, Malala peut revenir. Nous sommes là pour la protéger. Elle pourrait revenir et travailler pour son peuple. À condition de respecter les principes de l'islam. Sami Oulak refusera de condamner expressément l'attentat dont a été victime la petite Malala. Et cette théorie du complot, il n'est pas le seul à la revendiquer. En fait, je n'aime pas Malala. Si les États-Unis sont du côté de Malala, c'est parce qu'elle travaille pour eux. Et qu'est-ce qui prouve que ces talibans étaient de vrais talibans? En a-t-on la preuve? Tout ce qui s'est passé avec Malala, toute cette histoire dont on parle, pour la plupart des Pakistanais, c'est de la fiction. Ça n'est pas la réalité. Ce témoignage est celui d'une adolescente scolarisée dans une madrasa. Les madrasas, ces écoles religieuses qui ont vu leur nombre se multiplier depuis les attentats du 11 septembre 2001.
Officiellement, elles accueillent 2 millions d'enfants. Officieusement, plus de 4 millions. Autrefois réservées aux garçons, aujourd'hui les madrassas s'ouvrent aux filles. Je vais en visiter une à Lahore, dans la province du Pendjab. L'imam Naimi, qui dirige cette madrassa, m'accueille, mais il refuse de me serrer la main, car je suis une femme. Il me présente à son épouse, qui n'est autre que la directrice de cette école. Malgré une coupure d'électricité, les filles, assises par terre, continuent leurs leçons. Ce professeur, qu'enseigne-t-elle? Elle enseigne le Coran. Pendant ce bref entretien, cette enseignante ne lèvera jamais la tête. Elle demeurera courbée, soumise devant son imam. Ces petites filles étudient le Coran? Elles apprennent le Coran par cœur. Par cœur? Apprendre par cœur les 30 parties du Coran nécessite environ 3 ans. 6 jours par semaine, de 7h30 à 14h30, avec une demi-heure de pause. On leur enseigne d'autres matières dans votre école? Non, on ne fait que des études coraniques ici. Quand je pose la question du voile à des si petites filles à l'imam Naimi, voilà ce qu'il me répond. Le port du voile est dans la culture musulmane. Quand les filles sont petites, elles portent un simple foulard autour du visage. Mais lorsqu'elles sont adolescentes, elles ont l'obligation de porter un voile qui leur cache le visage. C'est ce qu'enseigne le Coran. Vous savez que ma famille vient d'Algérie et nous sommes musulmans. Je suis allé au Maroc il y a 2 ans. Et j'ai été stupéfait de ne pas pouvoir voir la différence entre le Maroc et l'Angleterre. Sur le ton de la plaisanterie, il me fait remarquer que les Maghrébins ne sont pas de bons musulmans. Après cette parenthèse sur le voile, la leçon reprend pour les petites filles. Pourquoi c'est si important pour les petites filles d'apprendre le Coran? Le Coran est le livre sacré des musulmans. Il est obligatoire pour tous les musulmans de savoir lire le Coran et d'en comprendre le sens. Mais ces filles, ont-elles les mêmes droits que les garçons? Diriez-vous que les femmes et les hommes sont égaux? Oh, la lumière! Elle est revenue. Le devoir du mari, de l'homme, est d'offrir à ses enfants et à sa femme ce dont ils ont besoin dans la vie. Pour ce qui est du devoir de l'épouse, de la femme, il est préférable qu'elle reste à la maison et s'occupe de l'éducation des enfants. Il faut éduquer les femmes pour qu'elles éduquent leurs enfants, pas pour qu'elles travaillent. Si la femme a besoin de travailler et qu'elle a du mal à subvenir à ses besoins, elle peut aller enseigner à d'autres enfants dans une école. Ce n'est pas interdit par l'islam. De travailler? Exactement. Mais si elle veut travailler, il y a certaines conditions, certaines restrictions. Par exemple, au travail, son corps doit être entièrement recouvert et son lieu de travail doit être paisible. Ne pensez-vous pas que c'est délicat, car ces filles vont à l'école pour apprendre plein de choses, mais elles n'ont pas la possibilité de travailler, d'être indépendantes? Vous avez eu une femme Premier ministre?
Benazir Bhutto. Mais le devoir des femmes n'est pas de gagner de l'argent. L'islam a donné ce devoir aux hommes, aux maris, pas à la femme. Quand on entend ces propos, quand on voit les images de ces petites filles voilées, on comprend très rapidement que les madrassas ne sont pas des écoles d'émancipation, mais des écoles de la soumission. Cette madrasa, que l'on peut considérer comme archaïque, est pourtant l'une des plus ouvertes du Pakistan. Le père de l'imam Naimi a été assassiné par les islamistes car considéré comme trop progressiste pour avoir défendu les minorités religieuses victimes d'attentats. Si Lahore est touchée par une vague terroriste depuis 2009, il ne faut pas oublier que c'est l'une des plus belles villes au monde. Riche d'une histoire millénaire, Lahore renferme des trésors, des pièces bouddhistes uniques comme le Fasting Bouddha, des jardins sublimes classés au patrimoine mondial de l'UNESCO tel Shalimar. Lahore, capitale culturelle du Pakistan, est également riche de ses personnalités. Mohammad Sarwar, le gouverneur du Pendjab, en est un bel exemple. Il est l'illustration parfaite de la réussite par l'école. Né au Pakistan d'une famille pauvre et illettrée, ses parents émigrèrent au Royaume-Uni où il devint le premier député de confession musulmane élu à la Chambre des communes. Il se fit remarquer car il condamna sans ambiguïté la violence des manifestations lors de la publication des caricatures de Mahomet. On peut manifester pacifiquement, mais pour tous ceux qui prônent la violence et les actes barbares, tels que les attentats du 7 juillet, il faut appliquer la loi le plus sévèrement possible. Je suis d'accord avec notre ami, il a absolument raison. L'éducation est essentielle pour toute nation, afin de pouvoir progresser et prospérer. Dans les pays en développement, comme le Pakistan, seule l'éducation peut faire changer les choses. Je suis très triste parce que dans la province du Pendjab, il y a 7 millions de nos enfants qui n'ont pas accès à l'école. Et sur ces 7 millions d'enfants, il y a 4 millions de filles. Je pense que pour n'importe quel pays, c'est inacceptable. Notre gouvernement va doubler le budget consacré à l'éducation, qui passera de 2 à 4%. Et comme je l'ai promis, ma priorité sera d'envoyer 1 million d'enfants de plus à l'école. Vous proposez ce qui pourrait être un nouveau modèle et vous travaillez avec les madrassas. La communauté internationale doit comprendre qu'aucun gouvernement en place au Pakistan ne peut remettre en cause la légitimité des madrassas. Les parents ne peuvent pas payer l'éducation de leurs enfants. Le meilleur choix qui s'offre à eux est de les confier à la madrasa. Là-bas, on prend soin d'eux. Ils sont nourris, logés, et on leur offre une éducation. En réalité, c'est une fausse gratuité, car les parents donnent beaucoup d'argent aux mosquées qui dirigent ces madrasas. Ce sur quoi je concentre mes efforts, et le plus important pour faire progresser notre pays, c'est que l'enseignement soit le même pour tous les enfants. Cela ne pose pas de problème à la plupart des madrasas, tant qu'on leur envoie les enseignants et le matériel nécessaire. Les madrasas sont prêtes à enseigner n'importe quelle matière, que ce soit l'informatique, la géographie, l'anglais ou les sciences. Si vous confiez aux madrasas la responsabilité d'éduquer les enfants, est-ce que les enfants d'autres confessions peuvent y accéder? Tous les enfants des madrasas sont musulmans, car l'éducation religieuse est la matière principale. Ce partenariat avec les madrasas laisse de côté 5% des enfants du Pakistan, qui appartiennent à des minorités religieuses, notamment chrétiennes. Pourtant, quand on voit les petites filles du Pakistan, on ne peut que partager l'optimisme du gouverneur du Pendjab.
L'avenir de notre pays me paraît très prometteur, car avec les femmes, l'avenir est entre de meilleures mains. Vous avez raison. Si je peux comprendre la démarche de Mohamed Sarwar devant les lacunes du système éducatif pakistanais, je m'interroge. Je m'interroge sur les risques encourus par une telle initiative. Tahira Abdullah, cette militante qui construit des écoles mixtes dans les quartiers les plus pauvres de la banlieue d'Islamabad, condamne ouvertement une telle action. Je n'éprouve que du mépris pour les gouverneurs, les présidents, les premiers ministres qui sont pour l'éducation des filles dans les madrassas. Ils n'ont pas besoin de les financer, car l'Arabie saoudite et d'autres s'en chargent et propagent des idéologies islamistes extrémistes, salafistes, wahhabites et rétrogrades. Cela n'améliore en rien les droits des femmes et des petites filles. Un pays islamique ne devrait pas fonctionner ainsi. 30 millions d'enfants n'ont pas accès à l'école au Pakistan sur 200 millions d'habitants. La grande majorité, ce sont des filles. Et ce, pour deux raisons. Premièrement, parce que les parents ne veulent pas envoyer les filles à l'école, car sur le plan socio-culturel, c'est mal vu. Et deuxièmement, même s'ils le voulaient, il n'y a pas assez d'écoles pour les filles. Notre culture et notre société sont très traditionnelles. Les gens ne veulent pas des écoles mixtes. Dans les zones rurales, dans les villages où il n'y a pas assez d'écoles pour les filles, on n'envoie pas les enfants à l'école. Si le professeur n'est pas une femme, on n'envoie pas les enfants à l'école. Moi, je suis prête à faire un compromis avec le gouvernement. S'ils n'ont pas assez d'argent pour construire des écoles, on peut faire moitié-moitié. Enseigner aux garçons le matin et aux filles l'après-midi. Qu'ils embauchent donc plus d'institutrices pour que les parents envoient leurs filles à l'école en toute confiance. On doit trouver des solutions. Il faut être innovant, penser de façon créative. Si la volonté politique, l'engagement politique et les bonnes intentions sont là, c'est possible. Vous ne séparez pas les garçons et les filles, vous les éduquez ensemble. C'est très important, ça? Votre question est très importante. Nous sommes à Islamabad, la capitale pakistanaise. Ici, les choses ont un peu d'avance, sont légèrement plus modernes. Nous avons des enfants de réfugiés afghans, des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui viennent du Swat, de Bajor et de certaines régions tribales, à cause de la guerre civile, des opérations de l'armée et de la présence accrue des talibans au Pakistan. Et des enfants qui viennent du centre du Pendjab. Leurs parents n'ont pas d'emploi fixe et ces enfants souffrent du manque d'écoles publiques. Et lorsque nous avons ouvert cette école en 1995, nous leur avons dit qu'elle serait mixte, avec des instituteurs et des institutrices, le tout dans la même école. Certaines femmes ont refusé de travailler avec nous. Quoi? Des hommes enseignent dans votre école? Oui, des hommes y travaillent aussi. Et alors? On nous a répondu, il est hors de question que ma fille enseigne dans votre école. D'accord, merci, au revoir. Ça ne dérange pas la famille de cette institutrice si elle enseigne dans une école mixte. Ça ne dérange pas les parents que leurs enfants soient dans une école mixte. Ceux que ça dérange ne nous envoient pas leurs enfants. Voilà, c'est simple. Connaissez-vous Mukhtar May? Oui, c'est une amie. Vous savez, l'histoire de Mukhtar May me fait réfléchir sur moi-même. Si j'étais condamnée au viol collectif par une jirga, aurais-je le courage, malgré mes 33 années d'activisme, de manifestations, de nombreuses arrestations et d'attaques des talibans, je me demande si j'aurais le courage de sortir dans la rue, de parler en public et de dénoncer ce viol collectif. Le courage de dire « j'ai été violée ». Cela demande du cran, beaucoup de force. Mukhtar May est une femme très courageuse. Mukhtar May est une héroïne. Elle n'a pas grandi à Islamabad, mais dans un village reculé du Pendjab, Mirwala. Alors qu'elle a été violée et qu'elle ne savait ni lire ni écrire, elle décida de créer une école pour que plus jamais une telle histoire ne se reproduise et que les filles aient les moyens de défendre leurs droits.
celle que le New York Times a qualifiée de Rosa Parks du XXIe siècle. Il y a 12 ans, elle a été choisie par ses propres parents pour être violée par plusieurs hommes sur décision d'une jirga en réparation d'un acte commis par son petit frère de 13 ans. Il a parlé à une fille d'une caste supérieure sans autorisation. Comme en Inde, il demeure au Pakistan des jirgas, symbole d'une justice tribale où les hommes peuvent décider du pire pour les femmes. Mais Mukhtar Meh a su transcender son histoire pour devenir le symbole de la lutte pour la justice et l'éducation. Après le viol, je n'ai pas dormi pendant 10 jours. Je me disputais avec mes parents. Je leur disais, vous aimez votre fils, mais vous n'aimez pas votre fille. J'ai voulu me suicider, mais ils m'ont empêché. Je leur hurlais de me laisser tranquille. J'avais le sentiment d'avoir tout perdu. Un mois après que j'ai porté plainte, l'affaire est remontée jusqu'au chef de la police. Il m'a convoqué. Il m'a fait mettre mes empreintes sur la plainte pour la signer. J'ai assisté aux audiences pendant un mois. Le chef de la police a alors dit au juge que j'avais signé un abandon de poursuite. Je suis retournée au tribunal et j'ai fait face aux policiers. J'ai expliqué au juge qu'il m'avait fait signer une feuille blanche et avait écrit le texte après. Le juge l'a réprimandé et m'a donné raison. Son histoire a ému l'ensemble du pays. Et les plus hautes autorités de l'État ont dû faire un geste pour tenter d'apaiser l'opinion publique. Après le procès, une représentante du président Musharraf est venue me voir. Elle m'a remis un chèque de 500 000 roupies. Je lui ai rendu. Elle a insisté. Je lui ai dit, faites en sorte que ces choses ne se reproduisent plus. Je ne voulais pas d'argent. Je voulais la justice. Une école pour moi et pour toutes les autres filles du village. Pour que ce qui m'était arrivé n'arrive plus à personne. Mukhtar Meh aurait pu partir, prendre ses indemnités et s'installer à Islamabad. Mais elle a fait le choix de rester, de construire une école, là, alors même que ses violeurs habitent juste à côté. J'ai été inspirée par des gens éduqués. Je me suis dit que l'éducation était importante. J'ai décidé de créer une école. Cette école a commencé dans ma maison. J'ai été la première élève. J'apprenais et ensuite j'enseignais ce que j'avais appris. L'enseignante venait de loin. On a tout créé ensemble. L'éducation est indispensable pour connaître ses droits. J'aime les élèves de mon école comme mes propres enfants. Ma fille étudie ici, comme tout le monde. Je pousserai mes enfants à continuer leurs études. J'étudie ici depuis la maternelle. Sans cette école, je serais analphabète, comme mes sœurs et mes cousines qui ne sont pas allées à l'école. Si j'ai atteint ce niveau d'études, c'est grâce à cette école. Nous sommes en pleine campagne. C'est la seule école qui existe. Nos parents ne nous enverraient pas étudier en ville. Depuis que cette école existe, tous les enfants du village y viennent. Sans cette école, on n'étudierait pas. Mukhtar Meh nous donne tout ce dont nous avons besoin. Des uniformes, des livres, un bus scolaire. Quand j'ai créé l'école, beaucoup m'ont mis des bâtons dans les roues. On m'a injurié, moqué, mais j'ai tenu bon. Aujourd'hui, tous les enfants du village viennent ici.
Ceux qui me contredisaient me respectent. Quand les enfants des violeurs sont venus à l'école, ma famille m'a dit « Pourquoi viennent-ils étudier ?» J'ai dit « L'éducation est un droit fondamental pour tous. Les enfants vont venir et étudier, les filles comme les garçons. C'est un droit fondamental. Personne ne peut leur enlever. Je ne pardonnerai jamais aux hommes qui m'ont violée. Je n'envisage même pas le pardon. Même si j'ai perdu mon procès, j'espère que Dieu les punira et me rendra enfin justice. Les lois existent, mais ne sont pas appliquées. 12 années après son viol, le combat de Mukhtar Mehd continue. La Cour suprême du Pakistan vient d'acquitter 13 des 14 prévenus. Son histoire démontre bien que l'école est pour les filles le seul moyen de se défendre dans des sociétés où trop souvent elles sont victimes des violences les plus barbares. Si au Kenya l'école est gratuite et obligatoire, de nombreux enfants n'y vont pas. La pauvreté, la culture, la tradition font que plus d'1 million d'enfants se trouvent hors des murs de l'école. Kibera, près de Nairobi, capitale du Kenya, est l'un des plus grands ghettos d'Afrique. Plus d'1 million d'habitants y vivent. Et les petites filles y sont des proies faciles. Lorsqu'ils quittent la maison, les enfants sont en danger parce qu'il fait encore nuit et qu'ils doivent prendre de petites ruelles. Ils ne sont pas en sécurité, car il y a des gens qui s'attaquent à eux. Certains se font kidnapper, des filles sont violées. Il se passe énormément de choses comme ça. Au milieu de ce township, il y a une petite école, la Kibera School for Girls, créée par un homme, Kennedy Odede, dont la jeune sœur a été violée. C'est une école pour les filles. Nous leur offrons une éducation gratuite dans des zones marginalisées. Dans la majorité des cas, si la famille doit choisir entre scolariser un garçon ou une fille, elle choisira le garçon, surtout pour des raisons de socialisation culturelle. Ici, les enfants vivent dans un milieu dangereux. On les agresse. Et vous avez vu que pour aller de la maison à l'école, il y a une sacrée distance. L'enfant est exposé à de nombreux risques. Ce sont ces risques que nous essayons de réduire. Elisabeth a tout juste 8 ans. Elle est scolarisée à la Kibera School for Girls. Ce matin, je suis allée dans la maison d'Elisabeth et nous avons marché à Kibera, de sa maison à l'école. Cela a dû nous prendre environ 1 heure. C'est loin, non? C'est loin. Et tu le fais tous les jours. Tu peux nous expliquer à quelle heure tu te lèves? À 5 heures. Tous les matins, tu te lèves à 5 heures du matin? Oui. Et c'est vraiment tôt. Je me lève à 5 heures et j'arrive à l'école à 6 heures. Je me brosse les dents. Ensuite, je vais mettre mon uniforme, puis je viens à l'école. Nous faisons ensemble le trajet qu'elle effectue quotidiennement, mais nous sommes partis avec du retard. C'est la raison pour laquelle il fait jour. Et nous sommes protégés tout au long par des gardes du corps à la demande expresse de l'école, car quelques jours auparavant, des membres d'une ONG ont été assassinés dans le ghetto. Elisabeth emprunte seule chaque jour ce chemin, et j'imagine facilement ce qui pourrait lui arriver.
Est-ce que parfois vous avez envie d'arrêter l'école parce que c'est difficile? Non. Pourquoi? Vas-y, Elisabeth. Je ne veux pas arrêter l'école car je veux continuer d'apprendre et faire ce que je veux plus tard. Quand je serai grande, je voudrais être météorologue pour pouvoir dire aux gens plein de choses sur le temps. J'ai de la chance d'aller à l'école parce qu'il y a des gens à Kibera qui n'ont pas droit à l'éducation. Pourquoi ils n'ont pas le droit d'aller à l'école? Parce que leurs parents n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école. Quand je serai grande, je voudrais être professeur pour pouvoir éduquer les enfants, pour qu'ils puissent eux aussi grandir et faire le métier qu'ils veulent. J'ai de la chance de venir à l'école parce que beaucoup d'enfants voudraient venir, mais n'ont pas assez d'argent. Oui, c'est vrai. Elisabeth et ses amis sont convaincus de la réussite par l'éducation. Elles savent pourtant qu'elles risquent leur vie sur le chemin de l'école. Une fille de notre école qui s'appelle Faith est allée dans une autre école. Elle s'est fait violer. Elle nous a raconté que sa mère l'avait laissée seule pour aller faire des courses alors qu'il faisait nuit. Un garçon est arrivé et a fait semblant d'être sa mère. Il a imité sa voix. Faith lui a ouvert la porte. Elle a cru que c'était sa mère. Ensuite, Faith s'est mise à hurler. Puis, ce garçon a attrapé Faith et a mis sa main devant sa bouche. Ensuite, il a emmené Faith dans la chambre et puis il s'est enfui. Et puis, il est parti. Quand la mère de Faith est rentrée, Faith lui a dit qu'un garçon était venu chez eux et l'avait violée. Nous avons des cas de viol. L'école est prévenue, puis nous faisons un suivi avec la police. Il y a aussi des cas où le danger est tel que les parents ont peur de parler. Car s'ils parlent, il y aura des répercussions et ils seront attaqués par les violeurs. Margaret Otchen, ce professeur principal, cette militante du droit pour les filles, se bat aussi contre l'impunité des violeurs. Je quitte Kibera pour aller à Eldoret, visiter une association qui défend les droits des petites écolières violées. Dans les locaux, je retrouve Alice et Félicité, sa petite fille qui a été violée et qui depuis n'est plus à même d'aller à l'école. Depuis son viol, ma fille a tout le temps peur. Quand elle marche, si elle voit un homme, elle s'enfuit. Elle a peur d'être à nouveau violée. Avant d'être violée, j'allais à l'école avec mes amis. On jouait ensemble. J'étais bonne élève. Au CP, j'étais 12e de ma classe. Au CE1, j'étais 7e. Au CE2, j'ai dû arrêter l'école. Quand je demande à Félicité quel est son rêve le plus cher, voilà ce qu'elle me répond. Docteur. Si au Kenya, l'école attire les petites filles malgré des conditions de vie extrêmement dures, au Guatemala, la situation est tout autre. Mais comment pourrait-il en être autrement? Un pays qui a connu 36 ans de guerre civile, plus de 100 000 morts, plusieurs milliers de disparus et 1 million de déplacés. Les communautés indiennes furent la cible privilégiée de la junte militaire. Et après le cessez-le-feu, elles se replièrent sur elles-mêmes, et cela à un prix sur l'éducation des petites filles.
Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix en 1992, incarne ce combat pour la préservation de l'identité maya. La plupart des familles mayas sont très nombreuses. La moyenne est de 9 enfants. Souvent, la majorité sont des filles. Malheureusement, très souvent, elles restent à la maison. Elles s'occupent de leurs petits frères. Elles font souvent la majorité des tâches ménagères. Très peu d'entre elles vont à l'école. Elles sont encore moins nombreuses à pouvoir un jour aller à l'université. L'éducation scolaire officielle est superficielle. C'est l'école à la maison qui est la plus importante pour les Mayas. Ce discours que je trouve critiquable quant aux conséquences négatives sur la scolarisation des petites filles s'explique en partie par ce repli communautaire lié pour Rigoberta Menchú à l'assassinat de ses parents par le gouvernement de l'époque. Mon père fut brûlé vif à l'intérieur de l'ambassade d'Espagne le 31 janvier 1980, en même temps que 39 autres personnes. Ma mère fut ensuite arrêtée. On sait qu'elle a été torturée. Ces restes sont peut-être dans une fosse commune, ou alors ils ont servi de nourriture pour les animaux. Mais la majorité des Indiens estiment que l'école est le seul moyen de rétablir la justice pour les Mayas. Ma mère a beaucoup souffert pendant la guerre. Et c'est pour cette raison qu'elle veut que je continue mes études. Pour que je sois plus éduquée qu'elle, que je sois capable de me défendre et que je ne me laisse pas faire. Si cet adolescent du Quiché est scolarisé, c'est grâce à une association française, 3/4 du monde, qui finance toutes ses études et sa pension, car la majorité des communautés indiennes vivent en zone rurale où il y a très peu d'écoles. Les Indiens représentent aujourd'hui 60% de la population totale du Guatemala. Mais indiennes ou pas, les petites filles sont victimes de violences sexuelles qui gangrènent la société jusque dans les écoles. Aujourd'hui, beaucoup de cas de violences sexuelles ont lieu dans les écoles. Des écolières sont violées par des professeurs. On rapporte aussi des cas d'élèves plus âgés qui s'attaquent à des filles plus jeunes. Norma Cruz a créé une association pour défendre des victimes de viol toujours ignorées par les pouvoirs publics. Je dis souvent qu'au Guatemala, l'impossible devient possible. L'année dernière, nous avons obtenu la condamnation d'un homme qui se faisait appeler El Diablo. Pendant la guerre, il faisait partie des services qui pratiquaient la torture. Il était le père de 4 enfants. Sa plus jeune fille s'appelait Dia. Elle avait été violée par son père toute sa vie. Quand elle a eu 13 ans, elle a dit stop. Alors son papa l'a tuée. Quand nous avons enquêté sur ce cas, ses amis du collège, les mamans de ses amis, ont commencé à raconter comment Dia arrivait régulièrement au collège avec les cheveux ébouriffés. Et comment il y avait parfois dans ses cheveux du sperme. Parce que son papa éjaculait dans ses cheveux. Et elle arrivait au collège avec du sperme dans les cheveux. Personne n'a rien dit. Personne n'a dénoncé. Personne n'a rien su jusqu'à ce qu'on enquête sur sa mort. L'an passé, suite à cette histoire, la Fondation a fait un procès contre la directrice d'une école catholique. Dans un autre cas de violence sexuelle,
L'école a refusé de dénoncer et conseillé à la mère de se taire. Mais nous, après l'affaire de Gia, nous avons dit non. Nous avons le devoir de dénoncer ces écoles qui refusent de signaler de telles pratiques. Parce qu'ils mettent en danger la vie des petites filles. La directrice a été condamnée. Et nous essayons maintenant de faire appliquer la loi, en apprenant à ces gens qu'il faut protéger nos enfants, prendre soin d'eux, les aimer, et que si quelqu'un leur fait du mal, nous devons le dénoncer. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas être lâche et nous taire. Parce qu'elle dénonce l'ignominie des actes commis contre les filles au Guatemala, Norma Cruz est victime de pression, de menaces de mort, à tel point qu'Amnesty International a demandé officiellement au gouvernement du Guatemala de la protéger. Est-ce que parfois, vous partagez ce sentiment qu'il y a une malédiction de naître fille au Guatemala? Oui, c'est vrai. Je viens d'une famille de femmes. J'ai une fille et ma fille a subi des violences sexuelles. Aujourd'hui, elle a 2 filles. Quand la première est née, je n'ai pas pu m'empêcher de penser « c'est une femme ». Les femmes naissent avec ce stigmate, le stigmate de la souffrance, de la dureté de la vie. Et on sait que pour aller de l'avant dans la vie, elles seront confrontées à une violence envers leur propre corps. C'est ça le plus angoissant. Je me suis demandé comment faire pour les protéger. Comment faire pour les mettre à l'abri de tout acte de violence sur leur corps, de tout geste pouvant porter atteinte à leur intégrité physique en tant que femmes. Malgré les risques encourus pour leurs petites filles, des femmes, contraintes à la prostitution, mettent leur dernier espoir dans l'école. La Terminale est l'un des quartiers les plus dangereux de Guatemala City, connu également pour être un haut lieu de la prostitution. Ces prostituées ne font pas qu'y travailler. Elles y vivent avec leurs enfants à l'intérieur des maisons closes. Ces femmes savent que le seul moyen pour leurs petites filles d'échapper à la prostitution, c'est l'école. Melissa a 28 ans. Elle a 3 enfants. Elle est venue à Guatemala City pour travailler, mais elle se retrouve aujourd'hui prostituée. Je voudrais qu'ils étudient beaucoup. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Grâce à l'école, ils pourront s'en sortir, aller de l'avant. Grâce à l'association 3 quarts du monde, Melissa et les autres mamans peuvent scolariser leurs enfants dans une petite classe à l'intérieur de la maison close. Et cette fillette qui aura bientôt les dents neuves, elle s'appelle Jenny. Si cette petite structure représente un espoir pour ces enfants, il faut peut-être admettre qu'une journée par semaine, c'est insuffisant pour leur garantir un avenir meilleur. Mais un danger plus grave les guette, celui des maras, ces gangs ultra-violents qui enrôlent les enfants dès l'âge de 8 ans. Le phénomène des maras est loin d'être minoritaire. Des enfants n'hésitent plus à migrer seuls vers les États-Unis pour leur échapper. Plus de 100 000 mineurs ont débarqué aux États-Unis depuis le début de l'été. Devant cet afflux, Barack Obama a été contraint d'intervenir. Pour rencontrer les membres de l'un de ces gangs, je dois abandonner ma sécurité, mon véhicule et les suivre en silence. Le Joker est le chef d'une clica, affiliée à la Mara 18,
l'un des 2 gangs les plus puissants du Guatemala, avec la Mara 13 d'origine salvadorienne. Dans un premier temps, le Joker va me montrer son territoire. Il laisse ensuite à son lieutenant, Hector, le soin de m'expliquer les règles pour intégrer son gang. Les personnes viennent dans un gang pour trouver des opportunités. Parce qu'au Guatemala, il n'y a pas de travail. Et ta famille ne te donne ni amour, ni soutien. Nous, on change les choses. Ça, c'est la religion. Et ça, c'est les 3 points. La vida loca. Les Maras sont d'une violence sans limite, comme en témoignent les cicatrices laissées sur leur peau par des balles d'armes automatiques. Il y a une règle pour rentrer dans le groupe. Les mecs doivent se faire tabasser pendant 18 secondes. On se met en cercle et on frappe. Les filles se font violer, pas par un seul membre du groupe, mais par 18. Après, on la protège, mais elle ne peut plus rien faire sans notre autorisation. Par exemple, elle ne peut pas dévoiler son corps. La société guatémaltèque est tellement violente qu'une fille violée par 18 hommes ne choque même plus. Pourtant, les Maras recrutent des filles, car elles ont l'avantage d'être moins contrôlées par la police que les garçons. Il y a une augmentation exponentielle de la violence des adolescentes de plus de 300%. C'est un nouveau phénomène. Le crime organisé se met à instrumentaliser des mineurs. Enrique Rafael Leacera, secrétaire d'État au bien-être social, a pris l'initiative de créer 7 écoles dans 7 prisons. Il souhaite donner une chance à ces gamines de pouvoir s'en sortir une fois leur peine terminée. Elles ont toutes été très peu scolarisées. Elles ont été éduquées de manière très irrégulière. Pour nous, l'un des aspects les plus importants dans le processus de réinsertion des mineurs est de leur donner des outils pour s'en sortir, notamment grâce à l'accès à l'éducation. À ces adolescentes, on donnerait le bon Dieu sans confession. Et pourtant, Michelle, 17 ans, maman d'un petit garçon, a assassiné 2 personnes. Hector me présente Jocelyne, qui a pour mission de rabattre des filles pour le gang qui seront violées. J'ai arrêté l'école en CM2. Après, les problèmes ont commencé. Je ne me sentais pas bien chez mes parents. L'histoire de ma mère, de mes frères. Je pense surtout à la vie dure qu'on menait. Tout ceci ne serait pas arrivé si j'avais pris les bonnes décisions. La Mara, c'est ma famille. Ils sont là pour moi. Ils me donnent la tendresse que je n'ai pas reçue de mes parents. Ils sont là pour moi, toujours. Je ne veux pas retourner à l'école. Jocelyne ne pouvait pas dire autre chose, car quitter le gang, c'est signer son arrêt de mort. La vie du gang m'intéresse plus que les études. Ce sont mes cousines. Je les aide pour les devoirs. Je les encourage à étudier. Comme elles ont l'amour et la tendresse de leurs parents, elles ne feront pas comme moi. Le chef de cette clique, le Joker, assure vouloir donner une chance aux enfants des membres de son gang. C'est important de s'occuper des enfants. Je suis jeune, mais j'ai déjà eu une vie compliquée. Alors je veux pas que les plus jeunes aient à subir les mêmes choses. Ce serait pas une bonne solution. Ils doivent étudier pour pouvoir choisir une autre vie. On a évidemment du mal à adhérer à son discours, quand on sait que ses activités consistent à la vente de drogue, à l'extorsion de fonds et au meurtre.
Après le Guatemala, où les filles sont happées par la violence des gangs et abandonnent l'école, je pars en Asie du Sud-Est, au Cambodge, où les filles n'ont généralement pas la chance de pouvoir aller à l'école car les familles préfèrent les envoyer travailler. Le Cambodge connaît un développement économique remarquable, alors qu'il était en guerre il y a seulement 15 ans. Entre 1975 et 1979, les Khmers rouges ont massacré 2 millions de personnes sur une population de 7 millions. Ils fermèrent les écoles et tuèrent 90% des enseignants. Les intellectuels, les Khmers rouges ont demandé aux jeunes, des adolescents, vous voyez, de la campagne, de regarder leurs mains. Et s'ils ont les mains pas calleuses, allez hop, exécution. Ou alors les gens qui ont des lunettes. Ou alors, si vous avez le malheur de parler une langue étrangère, c'est aussi la peine de mort. Dans la Constitution, c'est bien écrit que les petites filles et les petits garçons doivent aller à l'école, au moins 9 ans, hein, et que l'école est gratuite. Mais très rapidement, les petites filles abandonnent l'école et il n'y a pas de sanction. Voyez, c'est un peu la tradition et la culture cambodgienne. Les filles sont toujours très soumises. Elles pensent qu'elles sont des filles dont leur devoir, c'est d'aider la famille. Et aller à l'école, c'est pas très important puisqu'elles vont bientôt se marier et vivre aux dépens du mari. À cette tradition misogyne s'ajoute un autre problème, celui de la corruption des professeurs. Les enseignants ne sont pas payés correctement. Ils demandent aux enfants de payer. Pour les familles qui n'ont même pas €50 par jour pour nourrir toute la famille, donner 25 centimes par jour aux enseignants, c'est beaucoup pour eux. Et surtout quand vous avez 5-6 enfants. Donc les parents préfèrent garder les petites filles à la maison pour qu'elles travaillent et puis envoyer seulement les garçons. D'où le travail des enfants ici est assez élevé. Il y a de la corruption dans certaines écoles. J'en ai entendu parler. Surtout en ville, pas dans ma classe. Le salaire d'un professeur est très bas. Certains demandent de l'argent à leurs élèves. En échange, ils leur donnent des bonnes notes. Nous avons reconnu ce problème et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé d'augmenter le salaire pour les enseignants. C'est depuis 2013. La simple augmentation des salaires des enseignants et l'absence de sanctions de ces derniers par manque d'effectifs sont insuffisants à endiguer la corruption. Les parents utilisent cet argument pour ne plus envoyer leurs filles à l'école et les mettre au travail. D'autant qu'avec une croissance économique de plus de 7%, le Cambodge doit faire face à un manque de main-d'œuvre. Et il est très facile pour les filles de se faire embaucher. On les retrouve dans la rue, dans les champs et dans les usines. Sretea, qui a seulement 14 ans, travaille dans une briqueterie. Je travaille là depuis 2 ans. J'ai arrêté l'école à 12 ans pour aider mes parents. Je ne gagne pas d'argent. Je préfère que mes parents gardent l'argent pour eux, pour les aider. Ces familles vivent sur place, où des patrons peu scrupuleux leur louent des baraques de fortune. J'aurais aimé que ma fille aille à l'école, mais on n'a pas les moyens de l'envoyer. Si j'avais pu envoyer ma fille à l'école, son avenir serait sans doute meilleur. Mais je ne peux pas. Les parents de Sretea pleurent, car ils savent que leur fille n'aura pas une vie meilleure, mais bien pire. Dans le même temps, ils n'ont jamais cherché à savoir s'il y avait une école près de l'usine, et elle occupe un emploi dangereux, alors même que la loi l'interdit. Elle va me décrire son travail au quotidien.
D'abord, on arrose l'argile. On la découpe en morceaux et on les met dans la machine. Puis on coupe les briques. Après, quelqu'un les emmène dans le four pour qu'elles cuisent. Cette machine est dangereuse, surtout si on a des manches longues. Les manches peuvent se prendre dans la machine et on peut se faire couper un bras. C'est déjà arrivé, certains en sont morts. J'ai peur, bien sûr. Mais je dois travailler ici pour aider mes parents. Sreté a raison d'avoir peur, car beaucoup de jeunes filles ont été amputées par ces machines. La Ligue des droits de l'homme m'a permis de rencontrer ces victimes d'accidents du travail. Je m'appelle Mok Sokna. J'ai commencé à travailler à 12 ans dans une briqueterie pour aider mes parents. Je suis l'aînée d'une famille nombreuse. Mes frères et mes sœurs devaient aller à l'école. J'ai eu cet accident à 12 ans. J'ai été soignée grâce à une ONG, la Licado. Aujourd'hui, je travaille dans une autre briqueterie. Après ma première semaine de travail, j'étais très fatiguée. J'ai mis de l'argile dans la machine et elle a happé mon bras. J'ai crié, mais le temps qu'on vienne me secourir, la machine avait coupé mon bras très haut. On ne peut pas mettre de prothèse. Je ne veux ni mari, ni enfant. J'aurais peur qu'il me maltraite. Je voudrais changer de travail. Quitter la briqueterie. Je serais très heureuse de pouvoir retourner à l'école. Interdite d'école, exploitée, mutilée, telle est l'histoire commune des petites filles au Cambodge. Malgré de nombreuses sollicitations, le ministre du Travail a refusé de me recevoir, ce qui n'est pas le cas du ministre de l'Éducation. Pour nous, il y a un dilemme. Quand nous avons constaté que dans les districts ou dans les provinces, qu'il y a beaucoup d'usines, le taux d'abandon scolaire est très élevé. Pour nous, il faut faire un équilibre entre emploi et l'éducation. Notre travail est de sensibiliser parmi les parents que si on arrive à augmenter même seulement une année de scolarisation pour les enfants, on peut gagner peut-être plus de salaire après. Et nous travaillons aussi avec les ONG pour sensibiliser tous les parents pour que les parents comprennent que c'est l'éducation qui prime. Le problème est que les parents qui ont falsifié les cartes d'identité. Au Cambodge, il y a 40% des enfants qui sortent de l'éducation. On n'arrive pas à identifier l'âge des enfants. Si on a 20 ans ou bien 15 ans. Ce n'est pas possible, même pour les Cambodgiens. C'est parce que la taille des enfants n'est pas là. On ne peut pas, même pour les Cambodgiens, on ne peut pas l'identifier. Les propos du ministre de l'Éducation ne sont absolument pas exagérés. J'ai pu le constater en visitant une ONG, Krusartne, qui accueille les enfants des rues. 13, 11, 8. Donc pour nous, c'est de sensibiliser les parents qu'il ne faut pas regarder l'argent comme objectif de la vie. Il faut... Oui, mais ces parents, je les ai rencontrés, c'est pas des gens riches, c'est des gens très pauvres. Donc, c'est pas, on ne peut pas utiliser la pauvreté comme des facteurs pour exploiter l'enfant. Ce sont les parents ou bien les citoyens
qui font le choix. Pourquoi on envoie les enfants aux usines au lieu de l'école, à l'école? Ça, c'est un choix. On ne peut pas dire que je suis pauvre et je peux voir mon enfant. Non, non. Même si je n'ai pas assez pour manger, mais je dois aller travailler. Et je ne peux pas envoyer, on ne veut pas vendre mes enfants. La fermeté et l'absence de compromis du ministre cambodgien de l'Éducation, j'aurais aimé la retrouver au Yémen, où des pères n'hésitent pas à retirer leurs filles de l'école alors qu'elles n'ont que 8 ans pour les donner en mariage à des hommes 3 fois plus âgés et ainsi récupérer l'argent de la dot. Je pars à la rencontre de l'un d'entre eux, qui a marié sa fille de 12 ans, mais qui regrette son acte, sans doute parce qu'il a fait de la prison. Je suis ouvrier, je travaille un jour sur 2. Nous avons traversé une période difficile. J'étais dans l'impasse. J'ai décidé de marier ma fille, malgré son jeune âge. C'était une décision regrettable. Cette période a fini par passer. Si j'avais su les conséquences qu'aurait un tel mariage précoce, je l'aurais jamais fait. Je me suis précipité. Être en face de ce père, qui a marié de force sa fille, fait remonter en moi une colère. La colère d'une fille dont la mère a été mariée une première fois de force à l'âge de 13 ans, en Algérie, et donc violée. Un chef de famille doit subvenir aux besoins de sa famille, pas donner en mariage ses enfants pour payer les dettes. Et je suis arabe comme vous. Je n'étais pas contre la scolarisation, mais j'ai dû le faire à cause des circonstances. Je l'ai privée d'aller à l'école et je l'ai privée d'autres choses dont elle avait besoin, comme les vêtements, la nourriture, les sorties. Cette année-là était pénible. Notre situation était très mauvaise. Mon seul but était de subvenir à leurs besoins, sans m'écarter du droit chemin. Je ne voulais pas me marier. Je voulais continuer mes études. Ma mère disait, elle est trop jeune pour être mariée. Mais mon père n'a rien voulu savoir. Il m'a mariée et a tout arrangé. Que ressentais-tu le jour du mariage? J'ai pleuré. Tu as pleuré? Tu as beaucoup pleuré? Oui. Elle a fait un malaise. Malgré son histoire tragique, elle demeure toujours mariée à cet homme, qui a 2 fois son âge. Et ce dernier, parce qu'il n'a pas pu posséder ce qu'il avait acheté, n'a pas hésité à lui tirer dessus sur le chemin de l'école, la laissant pour morte. Elle voulait rester à l'école. Elle ne voulait pas se marier. Et toi, tu penses quoi de ces mariages? C'est juste ou injuste, le fait de se marier si jeune? Je ne veux pas me marier. Je suis encore une enfant. Qu'est-ce que tu penses de ces mariages? Que je suis encore trop jeune. Si quelqu'un te demande ta main, que diras-tu à ton père? Tu accepteras? Quand j'aurai fini mes études et que je serai grande. Et s'il te marie de force, que feras-tu? Je refuserai. Vas-y, parle. De toute façon, je n'accepterai pas. Est-ce que tu veux enlever le voile ou tu veux le garder? Est-ce que sur la photo, tu n'as pas le voile? Tu es jolie, tu es très très jolie. Non? Et toi? Si, c'est joli, Zina. Peu importe le voile. Ce que je veux, c'est étudier. Enlève-le. Ah, il y a son père. Elle sort sans voile. Dans la rue, il est sans voile. Ah bon? Alors explique-nous. Explique-nous, dans la rue, t'as pas le voile et à la maison, tu as le voile. Allez, montre-nous.
Ce n'est pas grave. Vous êtes encore jeune. Toi aussi, montre-nous. Le sort de ces petites filles intéresse peu le gouvernement en prise avec la guerre civile, les guerres tribales et les attentats d'Al-Qaïda. À tel point qu'une petite fille appelée Nada a posté une vidéo sur YouTube pour interpeller la communauté internationale sur les mariages d'enfants au Yémen. بس بعض الأطفال براءتهم ما يحلوش مشكلتهم يمكن يموتوا يمكن ينتحروا يمكن يفعلوا اللي براسهم لأنهم أطفال ما يدروش بحاجة يعني عندهم ما تعلموش ولا درسوا ولا حاجة يعني إيش ذنبنا إحنا مش الوحيدة يعني يمكن كل الأطفال في ناس كثير بعض الأطفال يعني دبسوا بنفسهم في البحر ما عاد باقي يعني إيش البراءة هذه ما إيش براءة وعمي لما يعرف بالموضوع أجاني وكمان أمي تشتد بلغت علينا الشرطة أنا عمري 11 سنة وتشتد تزوجني يعني ما فيش حياة ما فيش تعليم ما فيش قوة ما فيش بين قلبهم رحمة إيش هذه التربية معهم. Plusieurs mois après avoir posté cette vidéo sur Internet, Nada est à nouveau scolarisée. Je suis prête à mourir. À me suicider si on me laisse pas étudier. Je veux pas me marier, je suis encore une enfant. Je penserai au mariage qu'après avoir fini mes études à l'université et réalisé mon rêve. Pourquoi veulent-ils nous marier? Je veux vivre mon innocence. Qu'ai-je fait de mal? Qu'ont-ils fait de mal ces enfants qu'on marie de force? Pourquoi tes parents voulaient te marier alors que tu n'avais que 11 ans, que tu es une petite fille? On ne marie pas les petites filles. Ils voulaient me marier pour l'argent. Mais c'est un mauvais choix car l'argent n'est pas éternel. L'argent s'en va et ils n'en profitent pas. Et ensuite, ils regrettent de nous avoir mariés. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai 4 sœurs et 3 frères. Je suis la 5e fille. Est-ce que tes sœurs sont mariées? Une de mes sœurs est mariée et la deuxième va se marier dans environ 2 mois. Elle a 13 ans. Celle qui est mariée va partir en Arabie Saoudite. J'en ai parlé à mes sœurs, mais elles n'ont personne chez qui se réfugier. Je ne sais pas ce que mes parents seraient capables de leur faire. J'aimerais les sauver. Je suis profondément triste que mes sœurs soient mariées et qu'elles partent. Je suis inquiète pour elles. Je ne peux pas leur dire ce qui va leur arriver pour ne pas leur faire peur ou leur causer des ennuis. J'ai essayé de les retenir, mais je ne peux pas les contrarier. Elles sont plus âgées que moi. Je veux dire au monde entier que moi, je refuse de me marier. Je veux aller à l'école. Je veux que le monde entier sache que même si mon procès échoue, je m'enfuirai loin de mes parents pour toujours. Pour qu'ils ne me marient pas de force. Nada a su s'opposer à une société patriarcale. Elle a su s'opposer au monde des adultes pour pouvoir continuer d'aller à l'école. Contrairement à ma mère, qui n'a pas pu échapper à la malédiction de naître fille. Je mesure aujourd'hui, plus que jamais, le privilège qui est le mien d'avoir eu une mère aimante qui a su m'encourager à étudier, à devenir une femme libre et émancipée. Et j'espère que plus tard, ma fille, Mai,
aura conscience de l'importance de l'école pour qu'elle puisse choisir son destin.